avec entre autres l'utilisation d'ALR. Et ça paraît assez logique finalement de se dire qu'il faut une ALR systématique quand on fait de la RAC. Et pour ça, on a le docteur Olivier Maupin, merci d'être là, qui travaille à l'hôpital Galien à Quincy-sous-Sénart, qui va nous parler de l'ALR dans la RAC en pédiatrie et voir si vraiment cette ALR est indispensable et systématique. Merci Florence, et puis je remercie donc le comité ISVAR de m'avoir convié à parler de ce sujet extrêmement intéressant. Finalement, c'est quoi l'apport de l'ALR dans la RAC ? C'est pas forcément si simple que ça. Je vais te prendre la petite... hop, merci. C'est pas forcément si évident que ça. Je vais pas vous détailler un monceau d'études. On pourrait en parler pendant des heures. Prise en charge de la scoliose, de l'ALR dans la scoliose, l'ALR dans les fentes labiopalatines, l'ALR dans la chirurgie colorectale. Je vais pas vous parler de tout ça. Je vais plutôt vous parler sur des notions d'ordre un petit peu philosophique, même si c'est un grand mot. On va pas parler de philosophie, mais voilà, voir un petit peu comment on peut envisager l'ALR dans la RAC et que c'est pas une notion si simple et si évidente que ça. Alors, c'est quoi les rôles déjà attendus de l'ALR dans la réhabilitation améliorée après chirurgie ? À première vue, nous quand on est anesthésiste, la première chose à laquelle on pense, c'est diminuer la douleur aiguë. Et c'est principalement ça qui va nous intéresser. Et on est très satisfait après notre anesthésie quand le patient se réveille en ayant une EVA ou des scores FLAC, etc. extrêmement satisfaisants. Hein, c'est là qu'on attend notre bénéfice sur l'anesthésie. Mais c'est pas l'ALR dans la RAC, c'est pas seulement diminuer la douleur aiguë. On va intervenir à diverses étapes dans la prise en charge. Déjà en péropératoire, si on fait une belle anesthésie loco-régionale, on va pouvoir diminuer notre anesthésie générale, les recours aux anesthésiques et aux diverses drogues d'anesthésie. On va aussi principalement diminuer le recours aux opioïdes, et voire peut-être même s'en passer. Et puis, il va y avoir également un bénéfice post-opératoire qui est un petit peu moins évident pour nous, mais qui joue un rôle extrêmement important dans les apports de l'ALR dans la RAC, c'est diminuer évidemment le recours aux opioïdes et les effets secondaires qui les accompagnent, mais aussi diminuer le stress chirurgical. Aitem Jaber vous en a parlé à l'instant. Avec l'ALR, on arrive à couper des voies de stimulation du stress chirurgical. Et puis surtout, on va pouvoir engager une réhabilitation de la kiné, un retour à l'autonomie la plus rapide possible, y compris pour de la population pédiatrique. Dans certaines ALR, on arrive aussi à diminuer les complications respiratoires et également avoir une reprise de transit plus rapide que sans anesthésie loco-régionale. Alors on voit bien que quand on a tous ces rôles et ces bénéfices attendus de l'ALR, que ça va être une brique majeure dans notre prise en charge de RAC. Ici vous avez un petit diagramme qui vous résume un petit peu toute la prise en charge générale de réhabilitation améliorée après chirurgie. On a la phase préopératoire. Alors oui, j'ai pas le... Si, voilà, j'ai... le petit pointeur, on a la phase préopératoire, péropératoire et post-opératoire, et on voit que notre analgésie multimodale qui intègre de l'ALR, c'est un petit peu comme l'épine dorsale de cette prise en charge, qui va avoir une importance extrêmement appuyée dans la prise en charge RAC. Mais ce n'est pas seulement la prise en charge de la douleur, on voit également que ça va avoir des impacts sur d'autres briques de la prise en charge RAC, notamment notre anesthésie, la conduite de notre anesthésie générale, bien souvent en pédiatrie anesthésie générale, mais également la reprise de l'alimentation, la reprise du transit et la réhabilitation, le retour à une autonomie la plus précoce possible. Alors, on n'est pas étonné que dans les sociétés qui nous éditent régulièrement des guidelines, des recommandations sur la RAC, eh bien, l'ALR est extrêmement présente, bien souvent recommandée, que ce soit les RAS Society plutôt anglophones et le groupe GRAS plutôt francophone. Chaque protocole de réhabilitation améliorée après chirurgie qui est édité par ces sociétés intègre évidemment de l'ALR, et dès que c'est possible, il faut évidemment en faire. Alors, quand on voit ça, on serait tenté de se dire il faut faire le plus possible pour l'ALR, c'est un enjeu majeur et il faut taper fort, c'est ça qu'on va se dire a priori. Et historiquement, c'est ce qu'avait fait Kellett il y a à peu près 30 ans, où on préconisait de l'anesthésie péridurale pour la chirurgie colorectale, qui avait des avantages indéniables, un retour de transit plus rapide, une gestion de la douleur améliorée, voilà, de nombreux avantages, mais là, depuis quelques années, environ 5-7 ans,
on n'est plus bien sûr que finalement mettre de l'ALR extrêmement profonde présente un intérêt absolument indéniable, puisqu'on s'expose à des effets secondaires, hypotension, bloc moteur, rétention aiguë d'urine, et on s'expose à des échecs. On va également, dans certains cas, par exemple dans la chirurgie cœlioscopique colorectale, éventuellement prolonger l'hospitalisation, ce qui est complètement contraire aux doctrines de RAC. Et est-ce que c'est pas finalement ces ALR un petit peu profondes, qui marchent extrêmement bien sur la douleur aiguë, est-ce que c'est pas un petit peu disproportionné par rapport à ce qu'on arrive à faire maintenant au niveau chirurgical ? En effet, maintenant, les chirurgiens ont largement adapté leur chirurgie et ont largement diminué le stress chirurgical avec des chirurgies mini-invasives. Ils rivalisent d'ingéniosité pour procurer le moins de stress possible chirurgical avec de la chirurgie single port. Là, je vous ai mis une petite photo un petit peu humoristique, mais ça, c'est de la chirurgie single port cœlioscopique, un petit peu du pauvre, mais voilà, c'est juste pour vous montrer l'ingéniosité des chirurgiens et des laboratoires pour essayer de diminuer le stress chirurgical. On a également une meilleure préparation à la chirurgie avec beaucoup d'éducation thérapeutique préopératoire. Et là, on était un petit peu pilote sur la pédiatrie. Il y avait déjà beaucoup de choses qui étaient faites dans la population pédiatrique pour préparer les enfants à la chirurgie. Et du coup, compte tenu de tous ces arguments, on va devoir peut-être un petit peu revoir nos ambitions d'ALR à la baisse. Et c'est ce que j'appelle moi l'ALR des moins. Ça va être un petit peu moins étendu, un petit peu moins efficace, un petit peu moins prolongé, mais c'est aussi moins risqué. Et il faut accepter dans nos protocoles d'anesthésie qu'on soit peut-être un tout petit peu moins important sur l'ALR sur certaines chirurgies. Ça, c'est pas forcément facile à envisager. On a toujours envie d'être parfait, d'avoir des scores de VA à 0, de moins en moins d'utilisation d'opioïdes et de pouvoir être complètement satisfait de nos ALR qui procurent... c'est vrai qu'on est extrêmement content quand le patient n'a absolument pas mal, mais il va peut-être falloir revoir nos ambitions à la baisse. Et puis bien sûr, si on revoit un petit peu nos ambitions à la baisse, il va falloir intégrer nos ALR dans un schéma multimodal. Et l'ALR, bien sûr, ne va pas s'envisager seule. Bien souvent, elle est accompagnée d'un cortège de médications intraveineuses, puis péros, qui va être donné de manière systématique. Et puis, comme je vous l'ai dit, cette brique de la gestion de la douleur, elle n'est pas isolée dans la RAC. Elle fait partie d'un schéma complet et la douleur n'est plus le seul enjeu. Et ça, il faut bien l'intégrer. Alors ça veut dire quoi ? Ça veut dire que peut-être que l'ALR, elle n'a plus de poids dans la prise en charge de la RAC. Alors je ne dirais pas ça. En fait, elle dépend vraiment de l'impact que va avoir votre chirurgie sur la douleur post-opératoire. Chaque chirurgie est différente et il va falloir adapter notre ALR à la chirurgie. Ça va pas du tout être pareil. Si on a une chirurgie de NUS où la douleur post-opératoire envisagée est extrêmement importante, là on va envisager des ALR extrêmement agressives, voire même de la cryoablation. Il y a des études qui montrent ça, de la cryoablation, des nerfs intercostaux, des péridurales, etc. Par contre, quand on va être sur de la vésicule biliaire cœlioscopique, là, on va être un petit peu plus light sur notre ALR avec une analgésie multimodale médicamenteuse, un petit peu plus, qui va accompagner l'ALR et qui va permettre de gérer une douleur et d'avoir une douleur tout à fait gérable en post-opératoire. Et donc, nous, en tant qu'anesthésistes, il va falloir accepter qu'on fasse varier éventuellement le poids de notre ALR dans la RAC pour pouvoir envisager la suite, envisager la réhabilitation, envisager la kiné, envisager le retour à l'autonomie. Par contre, on peut se demander quand même, une des spécificités pédiatriques, c'est de se dire, est-ce que chez l'enfant, il n'y a pas quand même un impact plus important, un poids plus important à accorder à l'ALR, puisque la douleur, on sait que ça fige les enfants. Vous ne pourrez rien faire avec un enfant qui a mal. Et donc peut-être qu'on a peut-être intérêt à être un petit peu plus agressif sur la douleur chez l'enfant que chez l'adulte. D'autant plus que l'enfant n'est absolument pas en mesure d'intégrer le fait que peut-être qu'il y aura un petit peu de douleur pour que ça aille mieux plus tard. Ça, chez l'adulte, c'est envisageable. Chez l'enfant, beaucoup moins. Alors évidemment, il y a énormément de protocoles pédiatriques qui ont été proposés dans la littérature. C'est encore une littérature qui est jeune. Ça a été envisagé en chirurgie néonatale et même on a des guidelines, comme vous a dit Aitem Jaber, sur la chirurgie néonatale qui ont été publiées par l'ERAS Society. Ça a été également envisagé sur la chirurgie colorectale, sur la chirurgie urologique, sur la chirurgie de NUS, pectus excavatum, sur la scoliose idiopathique, sur les fentes labiopalatines et j'en passe. Et ce qu'on peut remarquer dans ces protocoles de RAC, c'est que l'ALR, elle n'est pas forcément présente. Et là, il y a probablement quelque chose à faire. Je vous ai dit, la littérature, elle est relativement jeune.
est-ce qu'il n'y a pas à rajouter un petit peu d'ALR? Je parle par exemple de ça pour les fentes labiopalatines, où on a très peu de blocs maxillaires par voie suprazygomatique pour diminuer la douleur. Hein. Et donc, pour l'instant, évaluer le poids de l'ALR dans la RAC pédiatrique, c'est pas forcément simple parce que bien souvent, elle n'est pas utilisée. Alors, est-ce que c'est un problème de formation? Est-ce que c'est un problème de matériel, un problème organisationnel? Voilà, il va falloir intégrer un petit peu plus d'ALR dans la RAC pédiatrique à mon sens. Alors comme je vous le disais, sur la RAC pédiatrique, on en est au balbutiement, au début. Hein, ça fait 30 ans chez l'adulte, mais en pédiatrie, on est plutôt sur 5-7 ans. Et donc, il va falloir adapter probablement la RAC aux enfants. Et donc adapter chaque brique de la RAC aux enfants. Hein, l'information va devoir être adaptée et être adaptée au binôme parent-enfant. On va devoir également prendre en compte que l'enfant, parfois, il y a certains enfants, hein, vu l'hétérogénéité de la population pédiatrique, il y a des enfants qui ne marchent pas, des petits-enfants qui n'ont pas encore acquis la marche. Et donc, il n'y a pas forcément un impératif de marcher derrière. Pareil, pour la kinésithérapie post-opératoire, c'est très peu envisagé en pédiatrie. Hein. Il y a très peu de chirurgie où on a besoin finalement d'envisager de la kinésithérapie post-opératoire puisque l'enfant se rééduque bien souvent tout seul. Il n'y a pas d'enjeu de thromboprophylaxie. Et donc on voit bien que toutes les briques de tout l'écosystème de la RAC va devoir être adapté à la pédiatrie. Et donc si on adapte cet écosystème, il va sans doute falloir adapter notre ALR pédiatrique. On a vu que tout ça c'était très lié, interconnecté, et donc notre ALR pédiatrique va devoir s'adapter aux impératifs pédiatriques. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup Olivier. Alors première question qui est arrivée pendant que tu parlais. Donc tu dis bien en pédiatrie il faut faire de l'ALR, mais il faut savoir l'adapter. Ok. Tout à fait. Comment informer vis-à-vis de ça? Alors, comment informer? Alors, c'est pas toujours facile. Alors, informer, il va falloir informer évidemment les parents. Hein, déjà, essayer de détendre les parents, prévenir que potentiellement sur certaines chirurgies, au lieu de n'avoir aucune douleur, il y aura peut-être un petit peu de douleur, et il va falloir consoler, réconforter, préparer un petit peu les parents au stress post-opératoire que peut vivre l'enfant. Concernant l'enfant, c'est plus difficile. On a une population extrêmement hétérogène. Les protocoles de RAT sont particulièrement bien adaptés chez l'adolescent, où là, on va pouvoir discuter. Hein, c'est une population qui est relativement stressée, c'est clair. Mais on va pouvoir quand même discuter et adapter les choses et leur expliquer qu'effectivement, peut-être que si on est un petit peu moins performant sur la douleur et qu'il y a un petit peu de douleur post-opératoire, c'est aussi pour que tu puisses marcher, que tu puisses aller aux toilettes, que tu puisses remanger. Voilà. Et sur la population adolescente, c'est relativement simple à faire. Après, chez les tout petits, c'est difficile à envisager, évidemment. Hein. Puis c'est vrai que quand on prend en charge l'anxiété en préopératoire, je pense à ce que disait Atem tout à l'heure, les ateliers de préparation, les choses comme ça, ça peut aussi servir en post-opératoire. Tout à fait. Alors, je pense que ça influence beaucoup le vécu au bloc opératoire, hein, le vécu vraiment de cet instant péropératoire. Sur le post-opératoire, c'est plus difficile à appréhender, à mon avis. Pour l'instant, on a sans doute des progrès à faire, on a sans doute des nouvelles choses à amener, mais je pense que la préparation, elle est essentiellement pour l'instant centrée sur le péropératoire. Il faudra peut-être qu'on se concentre un petit peu plus sur le post-op. Merci. Autre question qui concerne un peu tous les trois, là, les trois premiers, vous venez de parler. Vous avez parlé d'infirmières de coordination, d'équipes dédiées à un moment donné. La mise en place de tout ça, alors ça a un coût. Et puis finalement, est-ce que c'est facile ou difficile de mettre en place un protocole de RAC? J'ai mon avis, mais je vous laisse répondre d'abord. Atem, tu as le droit de participer aussi. Hein. Alors, je pense que oui, c'est difficile de mettre en place un protocole de RAC parce que c'est un travail d'équipe avant tout et il faut que tout le monde pagaille dans le même sens. Ça, c'est clair. Comme le disait Virginie tout à l'heure, il faut évidemment que la direction soit impliquée. Mais ils y voient certains avantages. Par définition, c'est un projet institutionnel. C'est pas de l'organisation, c'est un projet institutionnel. Clairement. Je pense qu'il ne faut pas s'attaquer à tout en même temps. Je pense qu'il faut prendre en charge d'abord, peut-être s'attaquer à une chirurgie en particulier, implémenter toutes les briques qu'on peut de la RAC, en mettre le plus possible, et peut-être en rajouter par la suite. Puis une fois qu'on a fait un petit peu le tour de cette chirurgie, en attaquer une autre. Pas tout mener de front d'un seul. Et puis réévaluer les pratiques, aussi bien le protocole que réévaluer en fait la prise en charge de l'enfant. L'aspect audit est extrêmement important. L'évaluation est essentielle dans la RAC, clairement. Oui.
Après, comme vous le disiez, hein, il faut maintenant c'est très très difficile d'obtenir, en particulier dans les établissements publics, le personnel de coordination. Ouais. Alors, moi j'avais parlé d'infirmières de coordination. Il faut savoir que ces métiers sont des nouveaux métiers, que dans le cadre actuel de la pénurie de personnel paramédical, c'est extrêmement difficile à obtenir, et que peut-être on peut aussi s'orienter vers d'autres profession, pas forcément toujours le même métier. Enfin, en fait, il faut s'adapter, être innovant, imaginer, ne pas se censurer pour mettre en place les choses qui sont complètement adaptées à votre structure. Et il y a des contraintes géographiques qui ne sont pas les mêmes partout. En fait, il n'y a pas de recette, quoi. Il faut vraiment prendre les grands principes et puis faire les propositions qui vont coller, même si ça n'a jamais été fait ailleurs, ou même si chez vous ça sera une aide-soignante parce que vous en avez une qui est très bien, et voilà. Qui est intéressée. Et voilà, c'est surtout ça, c'est la motivation. Ça nécessite du temps, du travail, il faut des gens que ça intéresse. Et je pense qu'un message important à faire passer, c'est que vous ne faites pas de la mauvaise RAC si vous n'arrivez pas à tout faire. Clairement. Ça, c'est essentiel. Vous allez réussir à implémenter certaines choses facilement, d'autres ça va être plus compliqué. Si vous ne faites pas l'ensemble du protocole RAC, c'est pas forcément une RAC ratée. Vous adaptez en fonction de vos contraintes organisationnelles aussi locales. Hein. C'est essayer de faire au mieux dans tous les domaines, c'est ça la RAC. Hein. Et d'optimiser la prise en charge du patient. Et d'optimiser la prise en charge.